Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je vais baisser un peu la musique parce que là, parti sur du George Michael à fond. Alors, revue de psychologie positive aujourd'hui. Tac, on va essayer de faire 4 articles, ou 3 on va voir, sur plein de sujets différents. Je vérifie quand même que mon micro est assez fort parce que ouais, j'ai un peu changé la config. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Très bien. Eh bien, voilà, je vais remettre un petit peu de musique de fond tranquille, euh, comme on aime. Hop. Et puis c'est parti quoi. Alors attendez, tac. Hop, hop, hop. Voilà. Il y a un peu de Lofi Christmas. C'est parti. Alors, voilà. Je vérifie. Est-ce que vous entendez quelque chose? Pas spécialement. Donc je vais vous monter le son un peu. Ah. Et je vais baisser pour moi. Alors, on a un article sur l'exercice physique, un article sur les erreurs, les biais cognitifs, un article encore sur la musique et un article sur l'intelligence artificielle. Et écoutez, on va commencer par l'article sur l'exercice. C'est parti. Alors, et désolé pour le retard, hein, aujourd'hui encore je suis un petit peu à la bourre, mais un peu compliqué en ce moment, je suis malade. Je vais essayer de couper le micro de temps en temps. Alors je vais vérifier, est-ce que je peux couper le micro là? Non, c'est bon. Je vais couper le micro de temps en temps pour pas vous casser les oreilles. Illustration immédiate. Donc, l'idée là, c'est qu'il y a eu un article de recherche en neurosciences sur l'effet d'exercice physique sur le cerveau. Le consensus actuel, c'est que le lien entre cognition et exercice physique, c'est que en fait l'exercice physique améliorerait quand vous faites un effort, etc. Ça améliorerait l'oxygénation du cerveau, et donc via cette oxygénation du cerveau, ça améliorerait les performances cognitives. Je le fais très très simple et très résumé, parce qu'après, ça dépend du type d'exercice, du degré d'effort, etc. Parce qu'évidemment, quand vous faites un truc extrêmement physique, extrêmement difficile, et qu'en même temps vous essayez de résoudre un problème, en général, il y a un peu un conflit de... Il n'y a pas assez d'énergie pour tout, mais voilà. Et donc, au-delà de ce consensus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, il y a une nouvelle étude donc, qui a été publiée en 2023 de Williams et al. Donc, cette étude-ci, enfin 2019, le bruit. Ouais, il y a un problème de lien sur l'article. Je revérifie. Ouais, il faudrait que je retrouve le. Je retrouve l'article, là, ils sont pas forcément liés. Le bon article. Bref. Donc, cette équipe-là, elle a republié un article, pardon, elle a fait une publication sur euh, l'impact de l'exercice physique à intensité modérée sur la compensation du manque de sommeil. Voilà. En gros, quand vous avez un manque de sommeil, votre performance cognitive elle est diminuée. C'est pour ça que il y a toute la question de l'épidémie chronique dans nos sociétés occidentales de manque de sommeil, des gens qui ne dorment pas assez. Et en fait, c'est un impact sur les performances cognitives. Ça veut dire que si on laissait les gens et à la fois les adultes actifs et aussi les enfants en fonction de leur rythme, parce que on n'a pas les mêmes rythmes circadiens non plus quand on est adolescent, quand on est enfant. En gros, quand on est adolescent, le rythme circadien, justement, c'est plutôt de se coucher tard et de se lever tard, et c'est normal. Eh bien, si on respectait mieux ces rythmes, les performances cognitives seraient meilleures. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant. Ça serait quand même intéressant de les respecter. Bref, donc ça, a une baisse, ça crée une baisse de performance cognitive. Les gens dorment pas assez, les gens dorment mal en majorité, etc. Et donc, l'idée c'était que pour l'instant, comme je vous le disais, les niveaux
d'oxygénation du cortex préfrontal, donc qui est là à l'avant, euh, pendant un exercice de cardio, ça serait l'explication du fait que un exercice cardio à intensité modérée permet de compenser des problèmes cognitifs, en tout cas de manque de sommeil ou de booster un peu les performances cognitives. Voilà, donc en gros 20 minutes de cardio c'est assez pour booster la performance cognitive. Donc dans deux études, les participants donc, font des exercices cognitifs qui testent les fonctions exécutives. Donc c'est le raisonnement, la flexibilité mentale, la résolution de problèmes, etc. Euh, et ça, ils le font avec différents groupes, différentes conditions. Il y a un groupe par exemple qui n'a pas assez de sommeil la nuit d'avant. Il y a un autre qui fait de l'exercice physique dans une chambre hypoxique, c'est-à-dire une chambre en fait où il y a un taux d'oxygène qui est plus faible que la normale. Donc il y a assez pour respirer, mais en fait il y a vraiment une privation par rapport à des conditions normales, voilà, qui reproduit en fait les conditions de haute altitude. Bon. Euh, et donc en comparant ces résultats, ils ont pu voir que l'exercice permet d'améliorer la cognition, quelle que soit la situation. Euh, donc enfin, en gros 20 minutes d'exercice de cardio à intensité modérée peut compenser des scores faibles quand on manque de sommeil. En gros, vous manquez de sommeil, et ben si vous faites 20 minutes d'activité physique modérée, ça va compenser sur des tâches là, qui ont été testées, ça va compenser ce manque de sommeil. Mais là où c'est intéressant, par rapport à l'hypothèse de c'est parce que en fait quand on fait du sport ça relance le cardio et donc ça fait circuler le sang et donc ça apporte plus d'oxygène au cerveau. Cette condition là est remise en cause puisque même quand les personnes font des exercices dans des conditions hypoxiques avec un faible taux d'oxygène et donc que le cerveau déjà de base manque d'oxygène, eh bien faire ces exercices dans ces conditions là ça améliore quand même les performances cognitives. En tout cas, plus que s'il restait à rien faire. Donc là, il parle justement d'études de 2023 où ils disent que c'est pas l'oxygénation qui peut tout expliquer. Et donc, une, une, des, euh, une des explications qui a avancé, euh, alors là, ils redisent la même chose, pardon, les chercheurs qui ont refait l'étude là, disent la même chose. Euh, En fait, c'est plutôt que d'optimiser les fonctions grâce à l'oxygénation. Il y a un ensemble de processus qui se mettent en place dans le cerveau et donc dans le néocortex et les régions subcorticales, donc derrière, hein, ce que vous avez le tronc cérébral, etc. La, et le cervelet, voilà, je cherchais le cervelet, donc qui est juste en dessous du néocortex. Et ben en fait, ça crée des conditions en gros chimiques, etc., d'activation qui sont particulières grâce à l'exercice. Et donc, comme on a une hypoxie dans le cortex préfrontal quand on est dans des conditions où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, les chercheurs supposent que d'autres régions peuvent compenser quand les lobes frontaux n'ont pas assez d'oxygène. Alors ils ne savent pas exactement comment, mais grâce à la connexion qui est un peu boostée, ça augmenterait tout ça. Voilà, on a un schéma, là, justement, j'ai cherché, mais... Et donc, les exercices à haute intensité, donc là, pas modéré, mais haute intensité, qui euh, envoient plus d'oxygène dans les lobes frontaux, ça c'est associé plutôt à une faible intelligence fluide, et donc à des vitesses de traitement qui sont ralenties. Donc en fait, en gros, le cérébellum, donc le cervelet, c'est ça,
Après, on a le tronc cérébral aussi derrière qui est pas là, donc c'est surtout le cervelet qui compenserait potentiellement. Bon. Euh, alors après, haute intensité, en fait, ça mobilise tellement d'efforts. Si vous avez déjà fait une séance de fractionné, vous n'avez pas beaucoup de. Enfin, en gros, oui, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de capacité cognitive à ce moment-là, parce que vous êtes. Toute votre énergie, elle est prise par le fait de tenir la cadence. Donc, c'est un peu logique. Voilà. Donc en fait, les exercices modérés, ça augmente la connectivité entre les lobes frontaux et le cervelet. Et ça permettrait justement d'aider le fonctionnement. Donc voilà un peu l'idée générale. Alors c'est ça, c'est cet article-là. Là, j'ai peut-être le bon lien. Voilà, là on a le bon lien. Il y a un problème dans l'article, c'est pas ce qui me semblait. Donc, en gros, l'oxygénation, ça explique pas tout. En tout cas, on ne sait pas, mais visiblement, il y a un questionnement. Après, on pourrait se dire aussi, chambre hypoxique, peut-être que, je veux dire, quelqu'un qui vit en altitude, il arrive à vivre dans ces conditions. Donc, c'est pas non plus des conditions si extrêmes qu'elles empêchent le fonctionnement du cerveau, quoi. Donc, ça dépend. On peut avoir du mal à s'habituer, ça peut être difficile, hein, évidemment, mais bon. Euh, donc, en gros, on a encore besoin d'identifier les mécanismes. Alors, je reviens là-dessus, sur l'article, pour voir un peu les autres explications. Donc là, ils expliquent le protocole, etc. Qui est assez détaillé, hein, mais hop, je passe. On va aller directement à la discussion qui est là et que j'ai loupé. Voilà. Voilà, donc là, on nous dit la même chose. Je regarde juste si on a de mémoire, je n'avais pas tout regardé, mais si on a des éléments en plus. Hop, 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 hop. Voilà. Alors là, donc voilà, ils expliquent un peu plus, c'est que les processus cognitifs, c'est pas que les lobes frontaux, et c'est des processus complexes qui impliquent différentes régions du cerveau, et donc peut-être que certaines pourraient compenser à ce moment-là dans le processus quand les lobes frontaux sont pas assez oxygénés, eh bien on pourrait avoir d'autres zones qui sont impliquées dans le processus qui reprennent un peu le relais en fait, qui portent la charge quoi, surtout dans les tâches complexes. Voilà, en plus il parle d'une privation de sommeil qui est assez modérée, donc ça pourrait expliquer le fait qu'on arrive quand même à compenser. Euh, bon, il y a l'explication de la motivation. Et après, effectivement, il y a d'autres éléments de composantes dans le sang qui pourraient expliquer aussi les choses. Bon, voilà. Après, on rentre dans des trucs un peu. Il faudrait que je me pose un peu plus longtemps, mais sur des notions plus de biologie, etc. Donc, j'avais un petit peu trop loin pour notre objectif de ce matin, mais c'est tout de même quelque chose d'intéressant. Je me permets d'avancer sur mon petit déj et on passe au deuxième article que je vais vous afficher tout de suite, qui est celui-là qu'on va faire. Les super pouvoirs de la musique sur notre cerveau. Excusez-moi, je regardais l'heure qui était en même temps. Bon, article un peu long. Je vais essayer d'être efficace pour pas vous embêter trop. Donc,
article publié dans The Conversation par un professeur de neurosciences cognitives de l'université de Northumbria, dans Newcastle, qui a été traduit en français évidemment, sur le site The Conversation. Alors, je passe un petit peu les histoires machin. L'idée, c'est que la musique a un effet sur notre cognition. Bon, donc, les pouvoirs de stimulation de la mémoire et les effets thérapeutiques de la musique font l'objet d'une fascination renouvelée. Ok, cette résurgence peut être principalement attribuée aux récentes avancées de la recherche neuroscientifique qui ont confirmé les propriétés thérapeutiques de la musique, telles que la régulation émotionnelle et l'engagement. Capacité à gérer ses émotions et implication dans des tâches. Cela a conduit à une intégration croissante de la musicothérapie dans les traitements conventionnels de la santé mentale. Musicothérapie, toutes les thérapies un peu comme ça, musicothérapie, art-thérapie, etc., c'est des thérapies qui ont avant tout été développées, alors ils vont en reparler, mais qui viennent beaucoup du terrain et qui n'ont pas forcément toujours été validées dans toutes leurs méthodes par des recherches scientifiques. Et donc c'est intéressant d'avoir cette validation-là, en sachant, et on va le voir dans l'article, qu'un des problèmes principaux de la musicothérapie, c'est comme, vous savez, je vous avais parlé dans une revue de psychologie positive des semaines précédentes, je ne sais plus quand, depuis la rentrée, du fait d'utiliser les films comme outil thérapeutique. Ben, la musique, c'est un peu la même chose, dans le sens où c'est quand même, il y a une part de subjectivité sur les musiques qui nous parlent, sur les musiques qui vont avoir tel ou tel effet sur nous, même s'il y a des grandes tendances en fonction des styles, de la vitesse de la rythmique, du BPM en fait, en gros des battements par minute. Ça, il peut y avoir des grandes tendances, mais, et en fonction des styles de musique, mais c'est quand même vachement lié à du subjectif, à ce que vous avez écouté quand vous étiez jeune, à vos goûts musicaux, etc. Donc, c'est là où c'est toujours compliqué à tester, c'est que comme c'est vachement lié à du subjectif, l'effet que ça va avoir, il y a des grandes tendances, mais il y a quand même une énorme part de subjectif. Mais pour tester ça de manière fiable, avec des grands échantillons, etc., bah, ça complexifie vachement la chose pour les chercheurs. Mais bon, allons-y, on continue. Donc il a été démontré que telles interventions musicales aident les personnes... pardon. Oui, pardon, je fais déjà l'ivresse. Donc il a été démontré que telles interventions musicales aident les personnes atteintes de cancer, de douleurs chroniques et de dépression. Et les conséquences du stress, telles que l'élévation de la tension artérielle et la tension musculaire, peuvent également être atténuées par le pouvoir de la musique. Voilà. Et un des aspects essentiels, c'est la capacité de récupération de mémoire autobiographique, donc le fait de faire réémerger des souvenirs grâce à une musique, par exemple particulière, qui va nous parler. Alors je continue mon petit. C'est bon, c'est terminé. Ça s'est évacué. Alors, donc dans le labo de ce chercheur-là, ce qu'il essaie de faire, c'est comprendre le lien complexe entre musique, cerveau et bien-être mental. Ok. Ils utilisent donc des électroencéphalogrammes. Euh, donc c'est quand on vous met plein d'électrodes sur le crâne. Euh, donc les EEG à haute densité maintenant, permettent d'enregistrer plus précisément quelles régions du cerveau sont activées sans être invasif et sans être dans un IRM fonctionnel où vous avez un énorme truc et vous êtes comme ça et vous pouvez pas faire grand chose et il faut pas être claustro, etc. Et voilà. Donc ça permet le EEG, ça permet d'être en condition un peu plus normale, quoi. Mais on mesure pas tout à fait le cerveau de la même manière et pas avec la même précision, mais maintenant on a quand même amélioré la technologie qui existe depuis le 19e siècle, je crois, donc, ou le début 20e. Alors bien entendu, la façon dont nous réagissons à la musique est profondément personnelle, ce que je vous disais. C'est pourquoi la recherche nécessite également que les participants à l'étude décrivent ce qu'ils ressentent à l'écoute d'un morceau de musique particulier, y compris sa capacité à encourager une profonde introspection et à évoquer des souvenirs significatifs. Donc c'est-à-dire que dans un protocole de recherche sur la musique,
vous devez toujours vérifier les émotions qui sont provoquées par l'écoute de tel ou tel morceau. Parce que vous ne pouvez pas partir du principe que comme, je dis n'importe quoi, 100 personnes ont qualifié ce morceau de musique comme euh, provoquant des émotions de tristesse, de joie, de légèreté, eh bien, n'importe quelle personne que vous allez rencontrer va avoir ce ressenti-là, ou majoritairement. En fait, le problème, c'est qu'il y a quand même une grosse part de subjectivité. Alors, bon, la musique, alors je ne vous refais pas l'histoire de la musique. Effectivement, la musique chez l'homme, c'est quelque chose de culturel. Hein, on retrouve en fait, des flûtes qui sont faites dans des eaux qui ont plus de 10 000 ans. Donc c'est quelque chose qui a toujours accompagné les cultures humaines, que ce soit effectivement des flûtes, qui était un des premiers instruments, ce qui est logique puisque vous avez le vent qui passe dans un tube, ça fait un bruit, ça fait une note de musique, hop, ça invite à évoquer le truc. Pareil pour la rythmique. Là aussi, il parle de rythme, d'instruments de percussion, évidemment, ça c'est voilà, un peu les choses de base. Puis après, il y a les instruments à cordes avec le tissu. Voilà, en fait, c'est aussi souvent des découvertes de musicalité. Hein. Comme vous pouvez vous amuser, comme on peut s'amuser parfois. Vous avez un truc avec des cordes qui fait pas vraiment, qui sonne pas vraiment super bien, mais toutes des cordes tendues en tapotant dessus, ça fait un peu comme un instrument à cordes en fait. Donc voilà. Bref, donc c'est quelque chose qui a accompagné le développement de nos capacités cognitives, qui a accompagné le développement de notre cerveau et qui a toujours été aussi souligné comme quelque chose d'important par les philosophes, les penseurs de toutes les époques. Là, il parle d'Aristote, de Platon, etc. Voilà. Alors, euh, donc ça a commencé avec le médecin américain Benjamin Rush, euh, qui a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire avec la musique pour améliorer la santé mentale. Et puis peu après, à l'époque où on n'avait pas de musique enregistrée, bien sûr. Hein. Et puis après, des personnalités telles que Samuel Matthews, l'un des étudiants de Rush, donc, voilà, qui est un Américain, euh, ont commencé à mener des expériences en explorant les effets de la musique sur le système nerveux. Voilà, jetant les bases de la musicothérapie moderne. Et donc ces travaux ont permis de tremplin à pardon, E.T.R. Gaston, connu comme le père de la musicothérapie, pour la promouvoir en tant que discipline légitime aux États-Unis. Ces développements ont inspiré des efforts similaires au Royaume-Uni, où Mary Priestley a contribué de manière significative au développement de la musicothérapie en tant que domaine respecté. Je ne sais plus par contre, j'aimerais juste savoir. Taylor Gaston, on recherche en direct. Voilà, quand est-ce qu'il a vécu. Voilà, c'est un psychologue des années 40-60. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même assez récent. Il y a une tradition de regarder la musique, mais... Alors l'effet Mozart, vous avez dit au niveau des plantes, etc. Le point de départ de notre recherche est ce qu'on appelle l'effet Mozart, c'est-à-dire l'idée que l'exposition à des compositions musicales complexes, en particulier des morceaux classiques, stimule l'activité cérébrale et en fin de compte améliore la capacité cognitive. Alors les résultats sont mitigés sur l'effet Mozart, oui, effectivement. En raison des différentes méthodes employées par les chercheurs au fil des ans, ce travail a néanmoins permis des avancées significatives dans notre compréhension de l'effet de la musique sur le cerveau. Pardon, il fallait que ça sorte. L'effet Mozart, en fait, c'est plus l'effet de la musique classique et encore, voilà, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça sonne bien l'effet Mozart, mais... Donc nos recherches ont montré que la musique classique, en particulier, renforce l'attention portée à la façon dont nous traitons le monde qui nous entoure, indépendamment de l'expertise ou des préférences musicales de chacun. Ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est que la musique classique, c'est une musique sans parole. Hein. Bien sûr. Donc oui, le EEG permet de suivre les processus cérébraux à la milliseconde, et donc les réponses neuronales des différentes régions du cerveau. Donc la musique classique accélère le traitement précoce
avant 300 millisecondes, des stimuli. Quand on présente des formes simples aux gens. Et les autres musiques n'ont pas le même effet, pas plus que la connaissance préalable de la musique classique ou le goût pour celle-ci. Par exemple, les musiciens professionnels de rock et de musique classique qui ont participé à notre étude ont amélioré leur processus cognitif automatique et inconscient en écoutant de la musique classique. En fait, il y a cette idée que certains types de musique, et notamment la musique classique, auraient un effet un peu de fond sur les processus cérébraux de par la rythmique, de par les sonorités, etc. Donc les gens s'immergent dans la musique, enfin lorsque les gens s'immergent dans la musique qu'ils apprécient personnellement, ils ressentent un changement radical sur leur état d'éveil et leur humeur. Ce phénomène présente des similitudes avec l'augmentation des performances cognitives souvent liées à d'autres expériences agréables. Mais l'intérêt de la musique par rapport à d'autres expériences agréables, c'est qu'aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton et vous avez la musique que vous aimez qui se lance à la demande. Donc ça c'est quand même l'intérêt de la chose. Bon, je ne rentre pas dans le détail dessus. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Ça c'est déjà un peu plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Alors, les qualités émotionnelles et thérapeutiques de la musique sont étroitement liées à la libération de substances neurochimiques. Donc, par exemple, l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines, qui sont traditionnellement liées au bonheur, à la sensation de bonheur, et la dopamine dans des régions du cerveau consacrées à la récompense et au plaisir. Donc, génère des sensations de joie et d'euphorie semblables à l'impact d'activités agréables telles que la consommation de nourriture ou les rapports sexuels. Alors, contrairement justement au fait de manger ou d'avoir des rapports sexuels, l'avantage évolutif de la musique est moins évident. Il y a une fonction sociale, ça c'est sûr. Et c'est lié à des circuits de la récompense. Et donc le côté fonction sociale pourrait expliquer pourquoi il fait appel aux mêmes réseaux neuronaux que d'autres activités agréables. Alors le noyau accumbens, je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement c'est lié au plaisir en général, etc. Quand vous mettez des électrodes dans des souris directement là, qui permettent aux souris de se stimuler en appuyant sur une pédale, elles font plus que ça, elles se laissent mourir. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, heureusement qu'on ne fait pas ça chez l'homme, parce que tout le monde passera son temps à stimuler cette zone-là et arrêtera de faire quoi que ce soit, probablement. Donc quand on écoute de la musique, soit en en jouant, soit en écoutant, le noyau accumbens réagit à ces aspects agréables en déclenchant la libération de dopamine, et c'est la voie de la récompense qui peut renforcer les émotions positives, provoquer de la joie, de l'excitation, etc. Là où c'est compliqué, c'est qu'il y a une part de subjectivité et que ça implique de nombreuses zones du cerveau, la musique, qui sont généralement, et des fonctions qui sont généralement étudiées séparément, l'audition, le langage et la signification. Ok. Et on a aussi l'évocation de souvenirs, enfin l'évocation, pardon, ça c'est de la mauvaise traduction de l'anglais, de la stimulation des zones de la mémoire autobiographique. Donc notamment dans l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est les zones centrales du cerveau que vous avez des deux côtés, qui sont liées à la mémoire et au traitement à l'intégration sensorielle, à la création de souvenirs. Et au traitement, et qui est aussi connecté à toutes les zones du traitement des émotions, qui sont centrales aussi dans le cerveau, qui sont au centre du cerveau, quoi. Et donc il y a une grosse connexion entre l'hippocampe et les cortex préfrontaux pour la mémoire autobiographique et l'évocation de souvenirs via la musique. Les deux zones sont très activées. Et là où c'est intéressant, c'est que les arts visuels comme les peintures ou les sculptures ne provoquent pas l'engagement temporel et multisensoriel de la musique, ce qui diminue leur capacité à former des connexions émotionnelles et mémorielles fortes et durables. Vous voyez, autant la musique, ça peut être quelque chose qui, de manière assez populaire, les gens vont apprécier de la musique, vont écouter de la musique, vont avoir des musiques favorites, qui vont leur rappeler des choses, qui vont leur faire ressentir des émotions. Autant c'est plus difficile d'accès. En tout cas, c'est plus clivant. On a moins de gens qui tout de suite vont avoir des émotions en regardant une peinture, tout de suite vont avoir des émotions en regardant une sculpture. Il y a ce problème-là de non-multisensorialité, parce qu'il y a le rythme aussi, il y a le côté kinesthésique dans la musique, il y a le côté vibration.
et qu'on n'a pas effectivement une peinture ou une sculpture, c'est d'abord et uniquement du visuel. Évidemment, on peut toucher la sculpture en même temps, etc. Si dans un musée c'est plus compliqué, mais vous voyez, il y a cette limite-là. Donc voilà, possibilité d'amélioration émotionnelle en écoutant des musiques, exutoire cathartique, ça ok. Ça permet de retraiter les émotions, de faire de la régulation émotionnelle. Donc là, pour revenir sur l'aspect subjectif, ce que soulignent les chercheurs là, c'est que comme chaque personne a ses propres goûts et ses propres liens émotionnels avec certains types de musique, il est essentiel d'adopter une approche personnalisée lors de la conception d'interventions de musicothérapie, afin de s'assurer qu'elle trouve un écho profond chez les individus. C'est hyper important ça. Vous pouvez pas faire un protocole où vous dites ah bah tiens alors voilà la playlist pour la dépression, voilà la playlist pour tel problème, etc. Ça marche pas comme ça. Il peut y avoir des idées, voilà, des suggestions, mais donc je passe. C'est un article qui est très très dense. Si ça vous intéresse, vous pourrez le lire en entier. J'essaye d'être ce qui résume plein de recherches. Il parle de pas mal de choses. Donc il présente le sujet un peu en détail. J'essaye d'aller vite pour pas que ce soit trop long, surtout qu'il est déjà 9h. Donc là on est bientôt à la fin. Donc on a un impact personnel de chaque morceau de musique, y compris dans le cadre, donc en plus de l'aspect émotionnel, etc. On a un impact personnel, y compris le cadre temporel des pensées, passé, présent, futur, leur orientation, soi versus les autres, leur forme, image ou mot, et leur contenu émotionnel. Donc la catégorisation de ces pensées et émotions et l'analyse de leur corrélation avec les données cérébrales peuvent fournir des informations précieuses pour de futures interventions thérapeutiques. En gros, il n'y a pas seulement des zones qui sont stimulées, des émotions qui sont provoquées, etc., qui sont générées par des morceaux de musique, il y a aussi des processus cognitifs qui changent et qui sont associés à certains styles de musique. On est plutôt dans le rappel du passé, on est plutôt dans la projection sur le futur, on est plutôt dans le vécu de l'instant présent, on est plutôt sur où on rentre un peu en soi et en ses souvenirs, etc., où on va se projeter vers les autres. On a des images qui nous viennent, on a des mots, etc. Donc en fait, il y a plein de modalités en fonction des morceaux de musique qu'on écoute. Alors, là aussi, on a des perspectives intéressantes, et ça va être la fin de l'article, c'est avec l'IA. Parce qu'en fait, quand on intègre la technologie à la musicothérapie, et notamment avec les playlists, etc., personnalisées, voir le neurofeedback, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire en fonction des réactions du cerveau, on va changer la musique pour proposer telle ou telle chose, eh bien, l'IA, elle peut permettre de faire ce traitement un peu plus rapide et personnalisé et adapté pour générer des playlists dans des interventions thérapeutiques de façon dynamique en fonction de l'évolution des réactions émotionnelles de la personne. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible techniquement de plus en plus. Et donc là, la musicothérapie pourrait évoluer vers quelque chose avec une personnalisation beaucoup plus fine et beaucoup plus automatisée, beaucoup plus rapide qu'avec simplement le thérapeute qui, en fonction des feedbacks, etc., et des tests, va proposer des choses. Donc voilà, ça après c'est un peu le résumé, on est sur ce que ça fait dans le cerveau, etc. Donc pour rappel, article de The Conversation, les super pouvoirs de la musique sur notre cerveau, qui a été publié en version française le 29 novembre 2023. Donc ça, je vous invite à le regarder si c'est un domaine qui vous intéresse. L'article est assez complet, assez dense, j'ai survolé les choses évidemment. Voilà, donc c'est intéressant à creuser si c'est un domaine qui attise votre curiosité. Je regarde juste ce qu'on a, on va faire celui-là sur les biais cognitifs parce que ça va être un peu trop long vu qu'il est 9h et que je dois bientôt filer. Donc, dernier article sur l'effet de répétition, l'effet de simple exposition, voilà, je cherchais le terme français. Tac, je vérifie sur mon conducteur, voilà, ça c'est bon. Donc l'effet de simple exposition, c'est un des biais cognitifs qui est assez connu, qui est le fait que quand on expose les gens à une information suffisamment fréquemment, en général l'effet plafonne à 20 expositions, eh bien on va penser que cette information est plus vraie que si on a entendu cette info qu'une seule fois. C'est un effet qui est hyper fort et qui est
très utilisé dans la publicité. Quand vous avez un slogan, une marque qui est très présente, eh bien, vous arrivez à avoir une association positive en général, sauf si vous détestez déjà la marque de base, mais sinon vous allez avoir une association plutôt positive, et on va mieux juger l'information, et en plus on va avoir dans la publicité un effet où on va penser automatiquement à la marque quand on va devoir acheter tel ou tel type de produit. Exemple simple, si je vous parle pare-brise, normalement c'est tout de suite Carglass. Quand on est français, c'est les pubs Carglass. Il y a France Pare-Brise qui existe, il y a Mondial Pare-Brise, je crois, aussi. Inconnu au bataillon, vous demandez à quelqu'un, pour les pare-brises, tu vas où? Alors c'est chez le garagiste, mais les gens pensent Carglass automatiquement. Ça peut être pareil pour des marques alimentaires, etc. Quand vous avez une exposition telle, eh bien vous avez une mémorisation, mais au-delà même de la mémorisation, vous avez un effet de sympathie et de sérieux, de jugement positif. Voilà. Dans la publicité, là je parle de la publicité, mais ça marche aussi en politique, ça marche sur n'importe quel message en fait. Donc le simple fait de répéter une information ne la rend pas vraie, mais la tendance, donc là ils appellent ça l'effet de vérité, est un biais qui peut mener à tirer les mauvaises conclusions. Donc il y a cet effet de simple exposition qui engendre la sympathie, le fait de juger l'info plus vraie, etc., d'avoir un meilleur jugement par rapport à cette information-là. Et donc ça peut orienter nos raisonnements après. Parce que si une information, on l'a entendue plein de fois, elle aura plus de poids dans notre raisonnement qu'un truc qu'on vient d'entendre, même s'il est plus vrai que l'info qu'on a eue plein de fois. Pardon, pour la notif. Alors, à quel point les gens sont-ils conscients de cet effet de vérité, de l'effet de simple exposition? Donc là, dans une étude qui a été publiée dans le journal Cognition, qui est ici, les gens sous-estiment l'influence de la répétition sur les jugements de véracité, et plus pour eux-mêmes que pour les autres. C'est un autre biais cognitif qui est le fait de penser que les biais cognitifs ne touchent que les autres, ou principalement les autres. Voilà. Donc une nouvelle étude qui a été publiée qui a été publiée et qui sera là en pré-publication, pardon, parce que c'est en janvier 2024 qu'elle sera officiellement publiée, a cherché à explorer ça. Et c'est en open access, donc si ça vous intéresse, je vous laisse quelques secondes. Voilà, vous pourrez regarder cet article directement de recherche. Donc, dans la recherche qui s'est passée, les participants ont fait 2 sessions. Une session où ils ont lu une étude hypothétique dans laquelle les personnes étaient exposées à des affirmations, des phrases concernant la culture générale. Par exemple, le Vatican est le plus petit pays du monde. Et ensuite, on leur demandait si on leur exposait deux faits, 2 déclarations. Ensuite, on leur exposait des déclarations, des choses qu'ils avaient, des phrases en fait qu'ils avaient vues avant et d'autres qui étaient nouvelles. Et on leur demandait de prédire la proportion avec laquelle chaque type de phrase serait jugée comme vraie. Est-ce que les phrases déjà vues seraient jugées comme plus vraies que les phrases pas encore vues? Alors ils faisaient une prédiction à la fois pour les autres et pour eux-mêmes. Et ensuite, deuxième étude, quelques jours plus tard, les participants ont réellement fait cette étude. Donc là, dans la première étude, c'est juste, vous voyez, en fait, on leur présente le truc, on leur dit, bon alors, à votre avis, par rapport au biais cognitif, comment ça va se passer pour vous, si vous étiez exposé à ça, ou pour les autres? Et donc, quelques jours plus tard, ils font vraiment le truc. Ils lisent 20 facts, 20 faits, voilà. Et ils doivent ensuite juger la véracité de 40 éléments. Et évidemment, la moitié d'entre eux sont des éléments qu'ils ont déjà vus avant. Et l'étude a reproduit les faits de simple exposition et donc les faits de vérité. Les gens étaient plus susceptibles de juger les phrases qu'ils avaient déjà vues comme vraies que les phrases qu'ils n'avaient pas encore vues. Parce qu'en fait, ils devaient dire à chaque fois, oui, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, etc. Enfin, je pense que c'est vrai, je pense que c'est pas vrai. Mais il y a 2 choses qui sont intéressantes par rapport à cette étude, c'est ce qui a été fait en amont, quelques jours avant, c'est que les participants ont tendance à sous-estimer la taille de cet effet de véracité pour tout le monde.
Donc il pensait qu'effectivement il y aurait une différence entre que les gens jugeraient plus favorablement les choses qu'ils avaient déjà vues par rapport aux nouvelles choses, ça ok, mais il pensait que l'effet que ça serait assez peu élevé la différence entre les deux. Et donc ça, il le sous-estime énormément. Et deuxièmement, les participants avaient faux en fait quand ils devaient prédire leur propre performance euh, par rapport à la performance d'une autre personne. C'est-à-dire qu'ils sont moins capables de prédire leur performance, leur taux d'erreur en gros, que de prédire le taux d'erreur de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ils sont moins justes quand il s'agit de s'auto-évaluer plutôt que quand il s'agit d'évaluer les autres. Donc ça c'est un autre effet aussi qui est lié en fait, pour aller très très vite, c'est un effet lié à la métacognition, où on sait que, on a pu faire plusieurs études, l'effet Dunning-Kruger, moins vous êtes compétent dans un domaine, plus vous allez surestimer vos performances. Là, on peut retrouver un peu ça, c'est-à-dire qu'ils sont visiblement pas compétents dans le fait d'estimer leur sensibilité à ce biais cognitif, et donc évidemment, comme ils sont pas compétents dans ce domaine-là, ils vont moins bien estimer leur performance finale. Pardon. Alors que quand il s'agit de juger quelqu'un d'autre, il n'y a pas cet effet d'auto-évaluation et ce biais-là qui se rajoute. Donc, ça peut expliquer aussi cette différence. Morale de l'histoire, par rapport à cette étude, je vous dis, c'était vraiment un petit article court pour présenter les résultats de l'étude de manière plus vulgarisée. Important, c'est qu'on doit tous s'éduquer sur le fait que le simple fait d'être exposé à une information va avoir un impact sur le fait qu'on juge cette information comme vraie ou pas. Et donc on doit avoir conscience de ce biais cognitif, et notamment, évidemment, avec les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Bien sûr, quand vous avez identifié un compte où vous savez que c'est des informations complètement bullshit, vous n'allez pas tomber dans le piège. Mais si c'est un média que vous aimez bien, ou un média, enfin une information neutre, même si vous ne dites pas forcément ah oui c'est vrai à 100%, le simple fait d'avoir été exposé à ça, c'est un biais cognitif auquel on est tous sensibles. Hein. Le simple fait d'avoir été exposé à ça fait que si demain on doit dire est-ce que ce qu'on a déjà vu est vrai ou est-ce que cette nouvelle information est vraie, on va avoir un biais pour ce qu'on a déjà vu. En plus il y a l'effet d'adhérence quand on a vu beaucoup l'information. Où c'est beaucoup plus difficile de changer de point de vue, surtout si on s'est engagé, qu'on a déjà défendu ce point de vue, réfléchi à ce point de vue, réfléchi à cette information, qu'on se l'est appropriée, c'est encore plus difficile de la déjuger, entre guillemets, par rapport à une nouvelle information qui vient la contredire. Donc, en fait, morale de l'histoire, on est tous sensibles au biais cognitif, et on pense qu'on l'est moins que les autres. Donc, il faut faire attention, et l'exposition d'informations, ça peut aller très vite. Le fait d'adhérer à ça, alors pour désamorcer ça, déjà, il faut avoir confiance que ce biais cognitif existe. Et puis, quand vous avez une nouvelle information, il faut en fait prendre du recul et se poser la question, ok, est-ce que je juge mieux l'ancienne information parce que en fait, je l'ai déjà vu quelque part? Est-ce que j'ai déjà vu quelque part? Oui, ok. Je l'ai vu où? Je ne sais pas trop. Bon, peut-être que j'ai un biais. Donc, on va reprendre du recul et on va essayer de rejuger l'information pour ce qu'elle est en vérifiant, etc. On n'a pas toujours le temps de le faire pour tout et c'est pas important de le faire pour tout non plus. Hein. Voilà, mais en tout cas, c'est un biais cognitif dont il faut avoir conscience et sur lequel il faut travailler, qu'il faut essayer d'intégrer quand on peut l'intégrer, surtout quand sur des informations un peu sensibles, c'est important de garder un esprit critique et d'être conscient qu'on est faillible. Écoutez, voilà pour aujourd'hui, il est 9h12, je vais vous laisser, je vais vaquer à mes occupations et mes obligations surtout de la journée. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine, j'espère que la semaine prochaine je serai moins malade. Et puis voilà, bonne journée et à très bientôt. Salut!